Bonjour et bienvenue à cet échange avec Régis Debray. Je suis Mathieu Croissando, le directeur de l'Obs. Je suis très heureux évidemment d'être là. Très honoré de pouvoir interviewer ou en tout cas essayer de discuter avec Régis Debray. L'Obs a une tradition de forum, de discussion à Strasbourg, dans cette ville. Donc on est particulièrement content d'être là. Et puis on a la chance d'avoir Régis Debray qui publie cette année 2 ouvrages. Un ouvrage que je vous recommande absolument, Civilisation. Il va nous raconter sa théorie. C'est une prise de recul. C'est une remise en perspective du choc civilisationnel qu'on a vu sans le voir d'ailleurs au cours du siècle précédent. Donc c'est du temps long, c'est des réflexions, c'est écrit dans un style et dans une langue. On sent que, évidemment, Régis Debray est très attaché à la langue. Ça fait d'ailleurs l'objet de nombreux passages de son livre. C'est jubilatoire, c'est érudit, c'est profond, c'est agaçant parfois. En tout cas, ça fait réfléchir. C'est pas un essai avec lequel on s'endort. Et puis alors, il y a un deuxième livre qui vient de sortir qui analyse un moment particulier qui est le moment macronien, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette année 2017 a été marquée par l'accession à l'Élysée d'un nouveau président issu, sinon de nulle part, en tout cas pas d'un territoire connu. Et Régis Debray, d'une certaine façon, passe de la théorie à la pratique, puisqu'on retrouve dans ce nouveau pouvoir qu'il vient de publier des traits, des analyses qui figurent évidemment dans l'essai Civilisation. Donc on va parler de tout ça avec lui, pas faire de la politique politicienne dès le début, à parler que de Macron, je vous préviens, on en parlera dans un second temps. On va d'abord essayer de prendre du recul, parce que Civilisation est un ouvrage qui nous raconte comment la civilisation européenne a laissé la place à une civilisation mondiale très américaine, mais je préviens tout de suite l'auditoire, ça n'est pas un ouvrage pleurnichard ni décliniste, et on en parlera. C'est un ouvrage qui dissèque, qui s'agace parfois et qui peut pointer du doigt des choses irritantes, mais en tout cas, on n'est pas dans le c'était mieux avant, et ça, Dieu merci, parce qu'on a soupé depuis déjà quelques années, sinon quelques décennies, de voir des intellectuels pleurer la France des chaumières et des églises, le temps des femmes à la maison, enfin bref, vous connaissez tout ça par cœur. Donc on est ravis d'accueillir Régis Debray. On va démarrer de façon assez pédagogique pour que tout le monde se mette bien dans le bain, puisque donc la thèse de Civilisation est que l'Europe s'est laissée manger culturellement, politiquement, économiquement, linguistiquement, si je peux oser ce néologisme, par l'Amérique. Mais avant ça, je voudrais peut-être qu'on essaie de définir avec vous, parce que c'est un concept qui n'est pas forcément évident, ce que vous entendez, Régis Debray, par civilisation aujourd'hui. Je dirais qu'une civilisation, si vous voulez, c'est une culture qui imprime d'autres cultures. Et une culture, c'est une civilisation qui devient imprimée. C'est-à-dire, si vous voulez, pour moi, la civilisation, ce sont des routes. Une culture, ce sont des lieux. Il n'y a pas de civilisation sans une exportation de standards, de normes, qui se fait à la fois par la violence, mais fondamentalement par la contagion. Autrement dit, si vous voulez, derrière une civilisation, il y a toujours un empire. Une civilisation est active et proactive. Une culture est défensive. Elle réagit plus qu'elle n'agit. Alors je prends comme exemple, par exemple, la culture basque. Il y a effectivement une culture basque. Elle ne veut pas qu'on lui marche sur les espadrilles, mais elle ne veut pas non plus conquérir ni l'Aragon, ni la Gascogne. Je veux dire, voilà, c'est donc une culture fermée sur une langue qui défend sa personnalité propre, mais qui ne veut pas tout simplement s'imprimer sur d'autres cultures. Donc voilà, je dirais que une civilisation, c'est du proactif. Ça implique un empire, c'est-à-dire une politique extérieure. Une culture n'implique pas une projection impériale. Et il se trouve qu'il y a des civilisations qui redeviennent des cultures, comme il y a des cultures qui deviennent des civilisations. Il y avait une culture américaine, je dirais, en 1919, elle est devenue une civilisation 100 ans après, parce qu'elle s'est répandue, exportée, elle a, en quelque sorte, elle s'est imprimée sur d'autres. Et à l'inverse, la culture... Alors, à l'inverse, l'Europe qui était, pour Valéry, quand Valéry dit en 1900, dans son fameux texte, « Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels », on est en 1919, il a d'ailleurs publié ce texte en anglais avant de le publier en français, il l'a publié à Londres, mais pour lui, la civilisation, c'est l'Europe. Et l'Amérique à l'époque ? Il parle de l'Amérique comme d'une annexe, comme d'une projection.
À la limite comme une banlieue. Et d'ailleurs, je vous signale que Valéry n'est jamais allé aux États-Unis, et Picasso non plus. Aujourd'hui, un peintre ou un écrivain, un philosophe qui ne va pas aux États-Unis pourra être considéré comme un régional de l'étape, si vous voulez. Mais pour avoir une diffusion mondiale, il faut évidemment aller à New York, mieux encore à Los Angeles. Donc voilà, pour Valéry, ce qui est intéressant, c'est que, en quelque sorte, pour lui, à la limite, vers 1939, il devine que l'Amérique peut être un radeau de sauvetage pour la culture européenne, ce qui est bien vu. Hein. Un peu comme nous, on dirait une panic room. Vous savez, dans les domaines des gens très riches, il y a une salle où on peut se retirer quand on est envahi par des méchants, des voleurs, etc. C'est un peu le rôle qu'ont joué les États-Unis pour la culture européenne. Et notamment allemande, en accueillant. Notamment allemande, ils ont accueilli. Alors, une des grandes forces de la civilisation, c'est qu'elles exportent parce qu'elles importent. Elles ont une capacité de projection parce qu'elles reçoivent beaucoup. Les États-Unis ont absorbé. S'il y a un cinéma hollywoodien, c'est parce qu'il y a eu des metteurs en scène allemands qui sont allés là, des Français, voilà. Et donc, une civilisation, c'est une éponge, si vous voulez, mais qui redistribue, rediffuse ce qu'elle a absorbé, un peu comme Rome, si vous voulez. Rome était une ville complètement cosmopolite. La Rome des premiers siècles, elle accueille des Espagnols, elle accueille des Balkaniques, elle accueille des Syriens, elle accueille des Africains, mais elle redistribue. Et alors, comment on passe d'une civilisation à une autre? Parce que, au fond, on pourrait se dire que c'est assez classique, ça a été déjà décrit. Vous disiez tout à l'heure, une civilisation, ça repose sur un empire, donc pour prendre l'impérium, il y a une domination militaire, une domination économique. Est-ce qu'il y a une domination religieuse aussi? Ça ne suffit pas. La force ne suffit pas à faire un empire. D'ailleurs, tous les empires basés sur la force ne durent pas. Ce sont des empires politico-militaires. Je pense au Troisième Reich ou même à l'empire napoléonien. Ce qui a fait des États-Unis l'empire qu'ils sont, c'est pas les 10 porte-avions qu'ils ont. Les Russes en ont un, les Chinois aussi. Le budget militaire américain, c'est l'ensemble de tous les budgets militaires du monde. Mais ça ne suffit pas. On peut dire que pourquoi l'Union soviétique n'a pas fait civilisation? Simplement parce qu'elle n'a pas d'abord produit des technologies et elle n'a pas produit d'images. Ce qui a permis aux États-Unis d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire au fond le standard, à la fois par le mode de vie, de pensée, etc., c'est l'invention technologique, le cinéma et je dirais la maîtrise des images qui me semble fondamentale, c'est-à-dire que le rôle de Marilyn Monroe et de Grace Kelly me semble aussi important que celui des porte-avions, si vous voulez. Le contrôle de l'imaginaire, n'est-ce pas? Le contrôle de l'imaginaire, du pulsionnel, cette formidable capacité à produire des images, des magnifiques images. Ils ont été, que voulez-vous, c'est le continent de la photographie, du cinéma. C'est aussi, je dirais, le continent de la comédie musicale. C'est quelque chose qui, donc, a pu inventer la culture jeune. La pop culture et la jeunesse en tant que culture. Bon, jamais les soviétiques n'ont pu faire ça. Et puis, ils ont, c'est vrai, je dirais, ils ont la primeur de toutes les technologies. D'ailleurs, j'ai trouvé un mot étonnant de Roosevelt en 1939, qui, à New York, inaugure l'exposition universelle qui a lieu à New York en 1939, et il inaugure la première télévision. Et il dit, ce miracle de la technique
va faire du monde une seule patrie. Donc l'ambition est là. C'est pas con. C'est-à-dire qu'il comprend qu'au fond, ce que Valéry avait prévu sous le nom de Société de distribution de réalité sensible à domicile, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, la télévision, Roosevelt, qui était un grand protestant, rappelons-le, Roosevelt a compris que, en plus du cinéma, qui était déjà une sorte de monopole hollywoodien, la télévision, qui était encore expérimentale en 1939, allait modifier, disons, notre rapport quotidien à l'actualité. Et alors, est-ce qu'il y a un cycle naturel des civilisations ? Est-ce qu'il y a un cycle ? On sait qu'Hegel ou Spengler ont décrit une forme de courbe asymptotique et qui s'est vérifiée plus ou moins dans l'histoire. En gros, est-ce qui nous est arrivé au siècle dernier est normal, selon vous ? C'est le lot de toutes les civilisations ? Oui, ou est-ce qu'on y a mis d'une autre ? Oui, alors il y a, chez Spengler, qui était un auteur considérable, qui a beaucoup, je dirais, influencé Malraux, et d'autres aussi, Julien Gracq par exemple, il y a cette idée intéressante de la civilisation faustienne. Au fond, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il est évident que la modernité naît le jour où Pétrarque monte sur le mont Ventoux. Pourquoi ? Parce que les Grecs étaient devant l'Olympe, ils n'avaient jamais l'idée de monter sur l'Olympe. La nature n'était pas quelque chose à conquérir, c'était quelque chose à contempler. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui dit « Ah tiens, il y a une montagne, moi je veux monter dessus ». Donc début de de la civilisation faustienne. Ça me semble très bien vu, fin du XIVe siècle, si je ne me trompe. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu le début de la modernité, et peut-être qu'on est en train de sortir de là, puisqu'aujourd'hui, la nature n'est plus à conquérir, mais à préserver. C'est déjà un autre point. Alors, pour répondre à votre question, oui, moi, il me semble que l'histoire de l'humanité est un enchaînement de métamorphoses où chaque civilisation vient à un moment donné de son parcours s'encastrer dans une autre. Je ne sais plus qui disait que le vaincu se venge sur le vainqueur en s'emparant de son âme, n'est-ce pas ? Bon, alors, le mot de décadence, moi je n'aime pas trop ce mot, parce que est-ce qu'on peut dire que, par exemple, la chrétienté est la décadence de la romanité ? Non. Est-ce qu'on peut dire que la modernité est la décadence de la chrétienté ? Non, c'est une métamorphose. C'est-à-dire que, oui, il y a une église catholique et romaine, mais qui continue de parler latin, qui utilise le droit romain pour créer le droit canonique. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a à chaque fois, je dirais, une réutilisation de ce qu'il y avait avant. Autrement dit, avant nourrit l'après, l'après se nourrit de l'avant, et dans une sorte de métamorphose continuelle. Et il est vrai que l'Amérique s'est nourrie de l'Europe. Elle a été, je dirais, un trop bon élève de l'Europe. Comme la Chine est peut-être un trop bon élève de l'Amérique. C'est-à-dire qu'elle a pris, les États-Unis ont vraiment appris la science, la technique, la culture. Ils ont vraiment pompé l'Europe jusqu'à un moment où l'enfant convertit le papa en son propre enfant. C'est un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je vois ça plutôt comme un passage de flambeau. Hein. Mais c'est pas, disons, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Hein. C'est un nouvel état du monde où beaucoup de l'ancien se retrouvent métamorphosés dans le nouveau. Parce qu'un passage de flambeau, c'est pas une affaire de vainqueur et de vaincu d'un point de vue militaire. D'un point de vue historiographique, on date souvent, par exemple, le passage de la civilisation ou de la domination athénienne à la civilisation romaine avec le sac de Corinthe en moins 146. On n'en est pas là. Quand on lit votre livre, on a l'impression que c'est une série de petites et grandes abdications à travers le siècle, consentantes. Disons que oui, le militaire ne détermine pas à lui seul. Il y a eu la défaite, la bataille de Pydna, 162, je crois. L'armée grecque a été défaite par l'armée romaine. Bon, on peut dire que la Grèce cesse d'être le modèle dominant, mais elle s'intègre très bien à Rome. Et Rome
D'abord, tous les empereurs vont parler grec. Hein. Je vous signale, le journal intime de Marc Aurèle, c'est en grec. La philosophie grecque s'exporte. La mythologie est récupérée. La science grecque, elle devient technique, c'est-à-dire que les Grecs inventent la géométrie et les Romains inventent le cadastre. C'est-à-dire, comme les Américains, les Romains sont soucieux d'être utilitaires, pratiques. Ce sont des pragmatiques, exactement comme... Ils ont une notion de l'espace. Hein? Ils ont une notion de l'espace et du territoire voilà, comme les Américains. Voilà, donc ce sont... Mais enfin, ils intègrent la Grèce comme nous, on a intégré l'héritage romain, notamment dans le droit. Bon, donc je ne vois pas ça comme un désastre, si vous voulez. Il y a des moments où les cultures se fatiguent, il y a une perte de tonus. Vous décrivez dans votre livre, vous faites une sorte de chronologie ou de datation de ces abdications. Oui, alors je me suis amusé à faire lire. une petite chronologie depuis 1918. C'est un peu, comment dirais-je, il y a un peu d'humour, je veux dire que bon... mais c'est vrai que ce qui... Le jazz, par exemple, je parlais de l'image, mais la musique, c'est fondamental. C'est vrai que les Tommies sont venus en 1918, mais ils ont amené les jazz bands. Et le premier concert d'un jazz band, c'est à Nantes, lieu de la traite. Et c'est un concert de noirs. Donc. Et puis c'est vrai que vient le foxtrot, le swing, le slow, et que la musique, disons, la plus vivante devient la musique américaine. C'est-à-dire la captation la captation par l'image et le son, la captation des oreilles, la captation de la rétine, c'est fondamental. C'est-à-dire que vraiment, un empire, c'est pas de la force, c'est de la force plus une profusion de formes qui informent. Il faut donner des sensations, il faut donner des envies, il faut donner des pulsions, ce que les Américains font ou ont fait. C'est pourquoi je doute que les Chinois puissent les remplacer vraiment. Je suis assez curieux. J'aimerais revenir ici dans cette salle avec vous dans 100 ans. Et qu'on parle un peu de comment la civilisation chinoise... Je vous demande de veiller à votre santé, je vais arrêter de fumer. Un bon médecin, parce qu'on va voir... Moi, je ne crois pas que la Chine puisse irradier. Elle a d'abord parce qu'elle n'a pas une prétention universelle, parce voilà. qu'elle est... La Chine n'a pas de mandat divin. C'est une chose qui est fondamentale. Parce que l'épopée américaine, elle a un début, 1620, débarquement des dissidents britanniques, le Cape Cod Compact, le contrat pris à Cape Cod, et parce disons, les États-Unis ont été désignés par Dieu pour faire le bonheur de l'humanité. Les États-Unis ont un mandat. Porté par une religion prosélyte. Ça s'appelle la destinée manifeste. In God we trust, sur chaque dollar. Et donc, les États-Unis sont en eux-mêmes une religion universelle parce que Dieu leur a donné, je dirais, les clés du bonheur universel. En ont fait une sorte de pays d'élection, de terre promise, et qui a un devoir d'expansion, qui n'est pas un devoir d'oppression, bien sûr, mais qui est vécu comme la nécessaire conversion du monde à la vérité divine. Voilà, donc la religiosité est fondamentale. Alors que les Chinois... Pas du tout. Les Chinois n'ont aucun mandat divin. Les Chinois... ils ont un obstacle considérable. Le vrai mur de Chine, la muraille de Chine, c'est la langue. Hein. Il faut remarquer que la langue américaine est remarquable de rapidité, de souplesse, de rythme, dire beaucoup avec très, très peu de mots. Les Chinois, c'est le contraire, avec un système d'écriture qui ne s'exporte pas. Voilà, okay. Très, très difficilement. Et puis surtout, il y a un mandat du ciel pour les dynasties, mais les Chinois ne visent pas l'universel. Ils sont tellement convaincus d'être au centre du monde, au centre de tout, qu'il y a des périphéries. Alors évidemment, il faut pouvoir nourrir les Chinois, c'est-à-dire qu'on prend en Afrique ce qu'il faut, on a la route de la soie. Mais ce n'est pas... L'empire du milieu reste au milieu. L'empire du milieu reste au milieu et ne veut pas conquérir les esprits.
Parce qu'ils nous méprisent tellement qu'ils trouvent qu'on n'est pas très digne, quoi. Alors que quand vous rencontrez un Américain, il veut vous convaincre. Alors si on fait le parallèle avec la religion, il y a une autre religion qui a une vocation universelle ou universaliste et qui est prosélyte, c'est l'islam. Est-ce qu'on peut parler d'une civilisation arabe ou d'une civilisation des pays musulmans? Alors là, on va peut-être s'opposer, mon cher Mathieu, mais je crois que l'islam a été une civilisation, mais n'est plus qu'une culture. Que l'islam a été une civilisation lorsqu'elle a produit des sciences et de la technique, c'est-à-dire lorsqu'elle a produit de la médecine, de la physique, de la chimie, dans ses premiers siècles, si vous voulez, où elle a été vraiment la matrice culturelle à peu près. Si vous voulez, le problème de l'islam, c'est qu'ils ont commencé par la Renaissance et suivi par le Moyen-Âge. Nous, on a commencé par le Moyen-Âge et on a eu la Renaissance ensuite. Donc, il y a eu cette formidable, à partir de Bagdad, de Damas, de l'Andalousie, qu'il ne faut pas, jusqu'à Cordoue, oui, voilà. Qu'il faut pas mythifier, mais tout de même, bon, ils ont produit du savoir et ils ont produit de la technique. Ils ont produit des jardins, ils ont produit des canalisations d'eau, enfin, ils ont vraiment apporté beaucoup. Et puis, à un moment donné, le système s'est solidifié, gelé dans une dogmatique juridique, et là, bon, commence, on peut dire, un processus de déclin. Ça, c'est le premier point. Je ne crois pas que l'islam soit capable de produire de la science et de la technique, et je ne crois pas qu'il soit capable de produire un imaginaire suffisamment attractif pour, en tout cas, persuader de très larges secteurs de la périphérie. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'épicentre. C'est-à-dire que l'islam est très, très divisé. Ils n'ont pas, non seulement à cause de la scission chiite-sunnite, il n'y a pas. C'est pourquoi la comparaison avec le communisme, c'est Monroe qui disait que le communisme était l'islam du XXe siècle. C'était pas bête. Mais là, il y avait un centre. Il y avait Moscou, il y avait le Comintern, il y avait un programme, il y avait, si j'ose dire, une direction. Aujourd'hui, je ne vois pas quelle est. Ce n'est pas l'Arabie saoudite qui ne produit rien, qui n'exporte que de l'argent et des imams, mais ça suffit pas. Un peu de pétrole. Je ne vois pas l'Indonésie, qui est le pays musulman le plus. L'Iran. Hein? L'Iran peut-être. Mais l'Iran est chiite. Ne pourra jamais fédérer le monde islamique, ne pourra jamais fédérer. Donc, si vous voulez, je ne vois pas le centre de projection, de conception, je ne vois pas le centre stratégique. Alors, bien sûr, il y a des phénomènes qui, en termes de civilisation, ne me semblent pas décisifs. Ce sont les pulsions terroristes de personnalités marginales qui exploitent un certain vide mythologique dans les pays d'Occident. Mais si vous voulez, parfois j'ose quelque chose qui est terrible, mais alors vous allez me sauter dessus. Mais la vague terroriste, anarchiste, entre 1885 et 1914, a été incroyablement terrible. Avec des attentats, c'est vrai. Mais ils ont décapité, même le président des États-Unis a été tué. Il n'y a pas que Sissi ou tel tsar. Ils ont semé dans les cafés, au Palais Bourbon lui-même. Et ça a été d'ailleurs la première mobilisation policière européenne. Hein, et ça a duré 25 ans, jusqu'à, disons, la naissance du mouvement communiste, du syndicat qui a résorbé tout cela. Donc ce n'était pas la première vague terroriste que nous connaissons. Celle-là est bien sûr... Non, mais il n'y avait qu'un agenda politique. Là, il y a un agenda politique et religieux chez les islamistes. Voilà, oui. Non, mais ça, on peut parler, mais ça, on se dévie un peu. Mais quand vous parlez civilisation, vous parlez de longue durée. Voilà. Là, il faut donc admettre... Il faut avoir un certain relativisme un certain recul par rapport au présent immédiat, si vous voulez. Alors, je sais bien que on a l'impression de relativiser à l'excès des violences insupportables. Oui, mais
la civilisation, c'est la plus complexe de nos permanences et la plus résistante. C'est au fond, c'est le fond de la cuve, hein, et qui ne dépend pas de l'écume événementielle, et le fond remonte, et je crois qu'il remonte de plus en plus. Je crois que plus la modernité s'avance, plus elle sera archaïque, si vous voulez. Hein, voilà, c'est-à-dire plus on aura des insurrections identitaires, des résurrections identitaires qu'on voit partout, aussi bien en Inde qu'en Birmanie. Quelles que soient les religions, on voit tout ça, on voit ce fond de cuve qui remonte. Donc, c'est toujours difficile je suis un peu gêné avec ce livre, si vous voulez, c'est que j'ai l'air de traiter un peu à la légère d'événements contemporains qui sont graves, hein, comme les attentats de Nice, etc. Mais j'essaye de vous inscrire dans une plus longue durée. Oui, voilà. Oui. Mais alors, cette civilisation qui a pris le pas sur la civilisation européenne, la civilisation, vous la qualifiez pas d'ailleurs, elle est américaine, on l'appelle quoi? Moi, je l'appellerais... vous savez, le propre d'un empire, c'est le trait d'union. Le trait d'union. Eh bien, oui, il y avait des gallo-romains. Eh bien, je crois qu'il y a des gallo-ricains. De même, il y a des italo-ricains. Il y a des sino-ricains. Il y a, si vous voulez, la capacité. Une civilisation, c'est là où elle est capable de faire un trait d'union avec une culture locale, sans la détruire, en respectant une certaine idiosyncrasie. C'est le côté empire, si vous voulez. Un empire est fédérateur. On garde le folklore. On réduit souvent au folklore, et souvent, vous voyez, à la télévision américaine, il se penche sur certaines cultures périphériques comme un ethnologue. Il trouve ça intéressant, c'est pittoresque, voilà. Mais ils n'ont pas la volonté de s'imposer, d'occuper le territoire. Ils font trait d'union, et ça, les Romains ont eu cette capacité de faire trait d'union avec des tas de cultures, sauf les Iraniens, sauf les Perses et les Germains. Ce sont les deux cultures qui ont résisté. La Pax Romana, elle a été obtenue aussi. Hein? La Pax Romana, à l'époque, elle a été obtenue avec les légions, Ouais. ce qui n'est pas le cas là. Et comment vous la qualifieriez, cette civilisation? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que tout se digère et se redigère, que l'élève a dépassé le maître, mais qu'au fond, c'est pas trop grave. Qu'est-ce qui sous-tend cette civilisation américaine qui n'était pas la nôtre, qui ressemble par certains aspects, mais qui n'était pas la nôtre, et en quoi elle vous plaît et en quoi elle vous paraît dangereuse? Écoutez, en quoi elle me plaît? Je dis que c'est vraiment pas la mienne, mais je dois reconnaître que elle nous rend la vie plus facile. Je crois que le four à micro-ondes et le grille-pain sont vraiment des conquêtes de la civilisation. Et si ça se répand si facilement, c'est que ça nous facilite la vie. Le smartphone, c'est considérable. Tout de même, la capacité qu'ont les Américains, je dirais, de procurer du confort, c'est-à-dire de réduire les dépenses d'énergie pour avoir maximisé les performances. Ça se communique tout de suite, si vous voulez. Donc, à travers les GAFA, toute la révolution numérique, elle est américaine, dans son langage, dans ses procédures, et même dans son idéologie extrêmement individualiste. Donc, moi, est-ce que, effectivement, c'est pas mon monde à moi? Moi, je suis plutôt de l'ancien monde. Mais je ne considère pas ce nouveau monde comme une barbarie épouvantable. Voilà, je considère ça comme... Alors, j'ai reçu des lettres où je me fais engueuler par des gens qui me disent « Mais vous avez l'air d'absoudre tout ça, vous ne vous rendez pas compte que c'est une immense conspiration, que vous ne dénoncez rien, vous êtes un type complètement opportuniste, passif, vous n'appelez pas à l'insurrection. » Parce que non, je trouverais ça un peu... J'appelle à la résistance, oui, et surtout, je voudrais qu'on regagne un peu en estime de nous-mêmes, si vous voulez. Moi, ce qui me frappe, c'est tout de même, d'abord, cette sorte de novlangue qui s'installe à partir du numérique, mais pas seulement, parce que qui détient la langue tient le pouvoir, tout de même. Hein. Notre langue, c'est sidérant, la façon dont elle...
Je vous conseille un chapitre du livre où un hibernatus imaginé par Régis Debray, qui se serait endormi dans les années 60, se réveille en 2010 et justement serait très très surpris par tout, à la fois le décorum, la marchandisation du monde et surtout la langue. Oui, alors j'invente cet hibernatus, évidemment, qui revient au boulevard Saint-Michel, qui descend le boulevard Saint-Michel et qui constate, 30 ou 40 ans après l'avoir quitté, que toutes les boutiques portent un nom américain. Bon, c'est tout de même assez étonnant que... Vous savez, il y a la rue Soufflot qui monte vers le Panthéon, et moi je me souvenais toujours qu'il y avait, quand on montait à gauche Capoulade, à droite le Maheu, c'était les deux grands cafés. Ben maintenant il y a un Quick et un McDo. Le Quick, alors ça me semble tout de même... vous savez, une civilisation, c'est très matériel. Il ne faut pas croire que ça se passe dans la tête, ça se passe avec ce qu'on a dans les mains. Et ça se passe avec ce qu'on mange, ça se passe avec ce qu'on voit, ça se passe avec ce qu'on écoute. Vous écoutez, vous branchez votre radio le matin, ben vous écoutez de la musique américaine, bien entendu. La chanson à texte, c'est plutôt vers 11h du soir. Hein. La chanson française, que ce soit Brassens, Barbara ou Ferré, c'est bon. Bon, vous branchez votre télé le soir, bon, voilà. Mais, bah oui, les Américains ont inventé le nouveau feuilleton, c'est la série. Nous avions en Europe le feuilleton, c'était les Trois Mousquetaires, et c'était publié dans les journaux. Voilà, bah eux, ils ont inventé, ils étanchent notre soif de grands récits par le feuilleton. C'est une invention, Alors, voyez-vous, ils ont repris, à l'exemple de Métamorphose, on passe de la graphosphère à la vidéosphère, c'est-à-dire du feuilleton écrit au feuilleton visuel, mais avec le même sens du rebond, des personnages, des bons, des méchants. Ouais, oui, une civilisation, c'est créatif et c'est productif. Alors, et puis je vais vous avouer une chose, je trouve les Américains individuellement très sympathiques. Je les trouve beaucoup plus, comment dirais-je, moins prétentieux que nous, souvent très... pragmatique. Oui, mais aussi, ils accueillent facilement. J'ai autant de mérite de dire que moi, je ne peux plus aller aux États-Unis, je suis banni. Bon. Mais les Américains que je rencontre, individuellement, j'ai plutôt de la sympathie pour eux. Alors les gens me disent, ah oui, ça, c'est tous les anti-américains, ils sont comme ça. Non, moi, le cinéma américain, ça m'a éduqué, bien entendu, et la littérature américaine aussi. Donc, je n'ai pas d'animosité. J'ai, si vous voulez, une hostilité à l'Empire. Oui, j'ai une hostilité à l'Empire et je fais partie d'une gauche anti-impérialiste qui paraît aujourd'hui un peu ringard, mais j'en suis toujours. Et plus anti-impérialiste qu'anti-capitaliste, parce que ce que vous disent certains de vos détracteurs, c'est qu'il n'y a pas vous dépassez la dénonciation de la mainmise du marché et du capitalisme mondialisé. Vous dites que ça n'est pas que ça. La victoire de la civilisation américaine sur la civilisation européenne, c'est pas juste la mise en branle d'une logique économique. Il y a autre chose. Quoi, par exemple? Ce que vous disiez. Oui. Alors, disons pour aller vite, si vous voulez. Je ne veux pas créer de dépression, mais il faut reconnaître que nous avons été défaits. Nous, les progressistes. Nous, les progressistes, même si on venait de milieux aisés, si nous sommes des gens aisés, privilégiés, on a rallié en gros le camp des pauvres. Mais les riches ont gagné la lutte des classes. C'est comme ça. Ils l'ont gagné, y compris en Chine et en Russie. Les alternatives au marché, les alternatives au règne de l'argent. On a essayé toutes sortes de formules depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Au Moyen-Âge, c'était l'Église, puis il y a eu... la science, l'université, l'art, puis il y a eu les soviets. Bon, ça n'a pas marché. Bon. Donc, il faut bien admettre que les riches ont gagné. Quel est l'État le plus riche? Quelle est la société la plus riche? C'est la société américaine.
les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, les images dominantes sont les images de l'État, de la société dominante, donc sont les images américaines. Donc je trouve que l'analyse de Marx continue de fonctionner, si vous voulez, mais qu'elle s'est en quelque sorte internationalisée. Voilà, et au fond, moi je ne m'attendais pas du tout. Si vous m'aviez dit il y a 50 ans qu'on en serait là aujourd'hui, je vous aurais envoyé dans la Seine et puis je vous aurais suivi dans la Seine. Parce que ça me semblait absolument inconcevable. L'écroulement du socialisme, l'écroulement du tiers-monde, il faut le dire, en tant que force alternative, l'écroulement du socialisme en France même. Je veux dire, la disparition du socialisme. Je dirais même la disparition du mouvement ouvrier, enfin, en tout cas comme force culturelle. J'ai fait dernièrement une rencontre à Paris avec les gens de la CGT et de la CFDT sur les comités d'entreprise. Parce qu'il y avait une chose qui m'avait frappé, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus que des fondations d'entreprise. Mais moi, en 1970, j'allais dans les comités d'entreprise. Les comités d'entreprise invitaient des artistes, des écrivains, des chanteurs. Aujourd'hui, les intellectuels, ils sont reçus par les fondations d'entreprise, c'est-à-dire par les patrons. Et les comités d'entreprise, on en parlait avec Martinez et ses amis, ils tendent à vendre des tickets pour Holiday on Ice. Ils organisent des colonies de... Bon. Alors, il y a eu quelque chose là, mais les syndicats sont conscients qu'il y a eu quelque chose, mais c'est pas de leur faute, c'est que, bon, la culture, il y a eu une certaine, je dirais pas une déculturation, disons une transculturation, enfin voilà. Donc, si on m'avait dit tout ça il y a 50 ans, ou si vous m'aviez dit tout ça il y a 50 ans, mais je vous envoyais ce micro dans la figure, sauf qu'on n'avait pas encore le micro portatif. Mais voilà. Donc, c'est vrai que dans cet état de fait, c'est difficile de maintenir le cap, mais il ne faut pas se cacher que nous vivons dans un monde qui n'est absolument pas celui qu'on imaginait en 1960. Et je ne parle pas de 1920. Oui. Alors, peut-être qu'on a évidemment la tentation... Alors, la tentation, c'est soit de rallier les courants dominants, pourquoi pas, un peu cynique. On le sent emballé. C'est un peu cynique, soit de se suicider. Bon, on peut trouver une sorte de ligne de crête entre les deux solutions. Je souhaite que le nouvel observateur adopte cette ligne de crête. Vous nous y aiderez. Vous nous y aiderez. Je souhaite que l'observateur continue d'être à la fois indépendant des pouvoirs économiques sans sombrer dans la mélancolie. Vaste programme pour vous, cher ami. Vaste programme. Alors, une autre chose, on a un président américain qui vient d'être élu et qui, lui, prône d'une certaine façon... Je dirais galloricain, si vous voulez. Le repli sur soi, l'Amérique d'abord. Est-ce que c'est pas contradictoire avec une vision expansionniste civilisationnelle? Vous parlez de Trump. Oui, mais vous savez, il y a toujours... comment dirais-je, une ambivalence, un double bind dans la mentalité américaine. C'est à la fois la forteresse Amérique et le devoir impérial, si vous voulez. Et généralement, les républicains sont plutôt du côté forteresse, c'est-à-dire isolationnistes, et les démocrates sont plutôt champions des droits de l'homme, et donc débarquement, bombardement, invasion, etc. Et donc, il y a les deux. Et alors, oui, il y a cette sorte d'aller-retour, parce qu'il faut à la fois se protéger pour maintenir la terre promise impolluée,
pas trop d'émigrants mexicains. Et puis il y a l'OTAN, vous savez, il y a 700 bases américaines dans le monde, 700 bases militaires américaines dans le monde, et 2000 implantations, disons, semi-militaires, stations d'écoute, etc. La présence mondiale des États-Unis est extraordinaire. Elle est aujourd'hui en Afrique, alors qu'elle n'existait pas il y a encore 30 ans. Il y a beaucoup de bases militaires en Afrique. Il y en a en Europe, notamment dans le Kosovo. C'est la plus grande base américaine aujourd'hui. Bref, c'est vrai, il y a une implantation, on peut dire, cosmopolite, universelle, de la présence militaire américaine. Mais il y a toujours cette tentation, évidemment. D'abord, cette fatigue, parce qu'un empire, c'est fatigant. Il y a eu un moment donné où les Romains en avaient marre aussi, hein, de devoir faire la loi partout. Et il y a eu aussi un isolationnisme romain. Il y avait même des irrédentistes, des Romains à l'ancienne, type Caton l'Ancien, qui disaient, écoutez, essayons de sauver la vertu chez nous au lieu d'aller nous implanter partout, on va se corrompre, on va se dissoudre, voilà. Un empire, c'est fatigant, parce qu'il faut être toujours sur la brèche. Il faut avoir une marine, il faut avoir une technologie militaire. Donc je comprends qu'à un moment donné, M. Trump se dise, qui est un businessman, qui dit, mais tout ça, ça nous coûte très cher. Ça nous rapporte quoi? Mais il y a quelque chose qu'on appelle aux États-Unis l'État profond. L'État profond, c'est notamment le système militaro-industriel qui a besoin d'ennemis, donc qui a besoin de menaces. Donc, qui a besoin de produire, de gagner de l'argent. Donc, voilà, situation un peu ambiguë. Moi, je comprends très bien l'état d'esprit des Américains de droite qui disent, écoutez, c'est bien gentil tout ça, mais les routes chez nous sont dégueulasses, les hôpitaux ne se portent plus très bien, et vous allez faire la guerre en Irak, en Afghanistan, où on n'a rien à foutre. Mais ça, c'est le dilemme de tous les empires, hein. Des vrais empires qui durent pendant des siècles, pas des pseudo-empires type Hitler ou Napoléon. Donc voilà, moi ce jeu, si vous voulez, d'aller et venir entre les deux pulsions américaines me semble faire partie de la donne des États-Unis. Voilà. Alors on a parlé du président américain, on va parler un peu du président français. Ah oui, je pensais que c'est pourquoi j'ai dit gallo-ricain en pensant à notre ami Macron. Parce que Macron, lui, justement, est typiquement un prototype de président gallo-ricain, comme vous dites. Si vous voulez, on peut dire que disons, le noyau en américain, the core, je ne sais pas si je prononce bien, le noyau de la nouvelle civilisation, c'est l'économie d'abord. Homo economicus a remplacé Homo politicus. Je crois que l'européen, c'est Homo politicus, et le français en particulier. Beaucoup plus que l'italien ou l'allemand, c'est l'État qui tient la politique, tient la société. L'État fait la nation. Homo politicus d'abord. Aux États-Unis, et ça c'est une chose qu'ont remarqué les premiers voyageurs aux États-Unis, pas seulement Tocqueville, mais aussi ceux qui viennent ensuite, c'est les milieux d'affaires. Les milieux d'affaires contrôlent le monde politique, d'ailleurs vont et viennent de l'un aux autres, et c'est, disons, la gestion comptable d'une entreprise qui s'appelle les États-Unis. Voilà, bon. Et donc, aujourd'hui, nous assistons effectivement en France à l'arrivée d'une nouvelle génération de managers qui peuvent avoir la vision de la France comme une entreprise qu'il faut requinquer, donc il faut dégraisser, il faut chasser un certain nombre d'emplois inutiles, de prébendes, de privilèges, de rentes de situation, etc., pour que ça redémarre. Hein. Bon, il y a un peu cette mentalité entrepreneuriale, si vous voulez. Voilà. Et il est vrai que Macron, alors, c'est un personnage complexe. Moi, je ne veux pas du tout personnaliser, je n'ai absolument rien contre ce monsieur, mais je constate d'abord qu'il est passé, disons, de façon symptomatique, de Bercy à l'Élysée, c'est-à-dire de l'économie et des finances, ce que Giscard avait fait. Hein. On peut dire que Giscard a été un élément important, puisque, comme vous vous souvenez, son premier discours après son élection était en anglais.
Ça a été un élément important de cette lente métamorphose, si vous voulez. Mais c'est vrai que nous avons l'impression... Mais alors, c'est pas simplement Monsieur Macron, c'est qu'il y a toute une génération... Disons que les élites aux États-Unis, les gens les plus ambitieux ou les plus malins, vont dans l'entreprise. Et c'est ce qui est en train de se passer chez nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on laisse le politique à des gens corrompus, un peu bas de gamme, mais les choses sérieuses, ce sont les grandes entreprises multinationales. Ça, c'est, disons, l'état d'esprit américain, où je dirais le prototype, le modèle d'identification, c'est le self-made man qui s'appelle Carnegie ou Rockefeller. Enfin, c'est tout de même ça. Hein. Aujourd'hui, les tycoons ou les gens de la Silicon Valley, c'est tout de même eux, les Zuckerberger ou les... Voilà, c'est eux qui sont au top. Bon. Et je crois que nous sommes entrés dans ce monde-là où l'économie est devenue aujourd'hui la science rectrice et directrice, si c'est une science, et que donc là, on a vraiment un changement de mentalité profond. Si vous voulez, on peut dire que l'administration des choses remplace le gouvernement des hommes, pour aller vite, en termes saint-simoniens. Voilà, donc là, ça me semble l'exemple, si vous voulez, d'une mutation, quoi, voilà, de quelque chose qui vient tout de même des États-Unis. Parce que ça s'est passé assez vite, mais je vais parler comme un vieux con que je suis par mon âge, fatalement. Moi, en 1950 ou 60, on n'allait pas faire nos classes aux États-Unis. C'était des gens très... Aujourd'hui, excusez-moi, mais tous les enfants de la classe dirigeante française doivent aller prendre un MBA à Chicago. Moi, je vois ils font aussi Erasmus en Europe. Ils font aussi Erasmus en Europe. Ouais, mais enfin, excusez-moi, on parachève en allant à la London School of Economics, où on ne reçoit pas le baptême, mais les ondoiements. Et le baptême, c'est tout de même... Harvard ou MIT. Harvard, MIT, c'est là que... Voilà. Et bon, et puis... Alors vous allez me dire, je fais du conspiration, mais je suis très frappé par la French American Foundation. Ah, oui. Oui. Alors vous en êtes peut-être... Je suis passé par là. Voilà. La French American Foundation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne veux pas du tout vous gêner, mais vous faites partie de toute l'élite française parce que c'est extraordinaire. Cette fondation qui a été conçue par Giscard et par Gerald Ford, qui a pris son essor en 81, quand vous voyez la liste de tous les gens qui sont passés par là, vous voyez tous les dirigeants français, dont vous. Dont vous. Il y a quelques exceptions, bon, mais c'est tout de même amusant de voir que la French American Foundation a publié un communiqué au moment de l'élection et de la formation du nouveau gouvernement, un communiqué de victoire pour dire « Nous avons pour la première fois à la tête de l'exécutif français 2 anciens élèves, M. Macron et M. Philippe. » Ils étaient contents. Je comprends qu'ils soient contents. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, je ne dis pas que c'est un moule à gaufres et qu'il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, mais c'est tout extraordinaire, si vous voulez, la façon dont... Il était inconcevable qu'il y ait une French-Russian Foundation, une fondation franco-russe, on n'a pas idée, voilà, ou une même fondation hispano-française. Je rappelle que c'est juste un programme d'échange 2 fois 5 jours, de discussion, ça dure sur 2 ans, avec... des jeunes Américains et des jeunes Français qui discutent pendant 5 jours. Où vous avez accès aux leaders américains. Vous avez tout de même... Oui, et où on a accès évidemment à des personnalités qui prêchent leur évangile protestant. Je rigole parce que je taquine Régis Debray sur le protestantisme, parce que c'est... Dans la qualification de Macron, il y a la victoire d'Homo economicus, ce que vous dites, et il y a aussi... dans ce que vous décrivez dans votre livre, quelque chose de religieux presque, puisque
vous tissez un parallèle avec l'émergence, ou en tout cas le développement du néo-protestantisme. Oui, alors là, je ne voudrais pas tomber dans une caricature parce que on a complètement sous-estimé en France l'essor du mouvement évangélique. Bon, ça, c'est vrai que quand vous êtes en Amérique latine, vous ne pouvez pas le sous-estimer parce que les néo-évangéliques sont le fait majeur. Bon, quand vous êtes en Afrique aussi, quand vous êtes aux Antilles aussi. En France, il se crée tous les 10 jours un lieu de culte évangélique. Tous les 10 jours. Bon. Mais ça ne se voit pas parce que ce n'est pas dans le centre-ville. Et ce n'est pas très vidéosphérique, si vous dire, parce que les islamistes, ils ont un voile, mais là, on ne le voit pas. Et puis c'est en banlieue, donc ça, voilà. Mais voilà, donc il y a une sous-estimation. Il ne faut pas non plus le surestimer, mais je constate simplement qu'à l'échelle du monde, il y a 2 religions qui marchent, si j'ose dire, c'est l'islam et le néo-évangélisme. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de missionnaires évangéliques que de missionnaires catholiques. Et le monde catholique est lui-même, notamment à travers le mouvement charismatique, il se protestantise, disons. Donc, quand je dis néo-protestant, je ne fais pas allusion à un culte précis. D'abord, c'est une multitude de dénominations. Je fais allusion à un nouvel état culturel qui porte effectivement une empreinte religieuse, mais qui peut remonter assez loin. Au méthodisme britannique, enfin voilà. Mais je dirais que c'est un nouvel état du monde. Et alors, quel rapport avec Macron ? Moi, j'avais été frappé, si vous voulez. Moi, je ne m'occupe pas de politique. Si peu. Non, je ne m'occupe pas de politique. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les phénomènes de civilisation, plus précisément. Problème de parti, de mouvement, je ne suis plus dans le coup. J'avais été frappé tout de même de voir que dans les meetings, le jeune Emmanuel Macron écoutait la Marseillaise la main sur le cœur, qui est une attitude typiquement Galloricaine. Mais il ne fermait pas les yeux. Alors qu'un bon Américain, quand il écoute son hymne national, ferme les yeux. Parce qu'il se met en contact directement avec Dieu. Notre ami Macron gardait les yeux ouverts. Donc, ça dit galloricain, si vous voulez. Donc, protestant imparfait. Mais aussi élève des jésuites. Vous me le rappeliez tout à l'heure, lecteur de Machiavel. Donc, un homme intelligent qui a une grande, je dirais, une ouverture de compas évidente. Mais si vous voulez, d'abord, le néo-évangélisme est un individualisme. Une conscience personnelle peut faire autorité. On supprime les intermédiaires, les partis, qu'on remplace par des mouvements. Ou les prêtres, en l'occurrence qu'on remplace par des managers ou des animateurs. Et là, nous avons tout de même, non pas quelqu'un qui a l'émanation d'un collectif, mais quelqu'un qui, personnellement, crée son collectif, comme un auto-entrepreneur. Soyez auto-entrepreneur de votre vie, d'ailleurs. Mais dans le protestantisme, vous êtes auto-entrepreneur de votre salut. Si vous voulez, le néo-protestantisme, qui a fort peu de rapport avec le calvinisme. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec mon ami Olivier Abel sur ce point, parce que lui aussi, il est très conscient, voire même inquiet de l'arrivée d'un nouveau schéma religieux qui est en gros une religion sans culture, fondée sur l'effusion, le témoignage, où le moi-je prédomine sur le nous, où l'instant prédomine sur le passé, la tradition et l'héritage, et où l'effusion l'emporte sur l'intellect, c'est-à-dire le sentiment,
la contagion, avec parfois des états de transe, mais qui mettent un peu de chaleur. Hein. C'est un réchauffement pour le protestantisme français. C'est un réchauffement climatique bienvenu. Parce que quand vous voyez des calvinistes qui se mettent à danser, c'est pas mal. Vous êtes content, il y a quelque chose qui se passe. Mais tout de même, il y a aussi le fait que, je dirais qu'on oublie qu'il y a tout de même un effort intellectuel à fournir, qu'il y a une doctrine, des lectures, des études, qu'on ne s'improvise pas, je dirais, un envoyé de Dieu du jour au lendemain. Voilà. Donc, c'est tout de même quelque chose. Et puis, il y a la transparence. Pourquoi je dis que notre nouveau président relève de ce nouveau monde? C'est que, d'abord, il a fait une charte de la transparence pour sa femme. Bon, sa première loi. First Lady, qui n'existait pas. La notion de First Lady n'a jamais existé dans la tradition française. Importation directement américaine. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé en tant que spectateur... C'est sa loi de moralisation de la République. Tout ça. La Transparency International. Transparence, moralité. Et le jour où il est rentré à l'Élysée, au moment même où il marchait sur ce tapis rouge, l'Élysée publie un communiqué indiquant le prix du costume qu'il portait. C'est vrai. Transparence. C'est-à-dire, si vous voulez, la vertu d'un individu, c'est sa nature politique, c'est sa force politique. Plus un individu est vertueux, plus on peut penser que sa politique sera bonne. On sortait d'une campagne où le prix des costumes avait... On est bien d'accord. Mais c'était tout de même la première fois, j'imagine pas le général de Gaulle faisant, au moment même où il reçoit le grand cordon de la Légion d'honneur, faisant connaître qu'il a acheté son costume dans telle rue. Hein, bon, c'était pas con. Autrement, la privatisation du public, ça me semble quelque chose de considérable. C'est pour moi la fin du fossé, plutôt c'est la fin de la barrière entre public et privé. La privatisation du collectif, quoi. Alors ça va très bien avec la privatisation des services publics, hein, mais également la privatisation des vocations politiques, c'est-à-dire la mise en avant de la vie familiale, de la femme, des enfants quand il y en a, c'est-à-dire au fond Mais pour le meilleur ou pour le pire, parce que tout est passé au scanner, c'est ce que vous dites avec une démarche puritaine. Oui. Et alors là, c'est pour moi la fin de la laïcité, tout simplement. Parce que la laïcité, c'est tout de même, c'est la frontière entre deux mondes. Je ne vous demande pas d'où vous venez, je ne vous demande pas ce que vous pensez, je ne vous demande pas ce que vous votez. Je parle avec vous, aux citoyens que vous êtes. Donc je dédouble. Hein. Il y a le citoyen... le directeur de l'Observateur, et puis il y a Mathieu, je sais pas, moi je m'en fous qu'il soit homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, je m'en fous, c'est pas mon problème, quoi, voilà. Ça, c'est tout de même le fondement de la laïcité, la séparation de la sphère publique de la sphère domestique, familiale et privée, hein, c'est fondamental. Or, le protestantisme supprime cette barrière et instaure la maison de verre. Mais c'est un nouvel éthos, hein, c'est une nouvelle façon d'être, et qui nous arrive, voilà, dans lequel on est en train de s'installer. Voilà. Mais là encore, je pense que c'est... pour moi, je ne peux pas vous cacher que c'est tout de même un recul. Hein, c'est tout de même... comment dirais-je, c'est la perte d'une personnalité collective, d'une personnalité historique française, quoi. Voilà. Alors c'est né bien sûr par la lutte anticorruption, etc. Et je lisais... Qui n'est pas une mauvaise chose. Hein, qui n'est pas une mauvaise chose. Non, qui est bien sûr qui n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, il y a cette organisation qui s'appelle Transparency International. Elle publie
son tableau d'honneur chaque année. Et dans le tableau d'honneur, il y a les pays vertueux et les pays qui ne le sont pas. Les 10 premiers pays de Transparency International sont tous des pays protestants, là où la vertu règne. Inclut le Canada, mais vous avez tous les pays scandinaves, les Pays-Bas, je crois que l'Allemagne aussi. Bref, vous avez les meilleurs de la classe. Puis au tout dernier, vous avez les catholiques et les orthodoxes. Ça, c'est très mauvais. C'est le règne de la corruption. Bon, c'est un nouvel imaginaire politique qui s'installe. Il n'est pas de notre cru, hein. Je crois qu'il est importé. Et parfois, je me demande si, au fond, un homme comme Macron ne veut pas nous rendre anglo-saxons en se présentant comme un Scandinave. C'est-à-dire, est-ce que la Scandinavie n'est pas pour lui? Et c'est vrai que la Scandinavie, pays protestant, très américanisé et très vertueux, sont peut-être une sorte d'étape intermédiaire entre américanisation complète et disons c'est une Europe américaine vertueuse, protestante, productive, où on n'a pas trop d'emmerdement du côté de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Bon, même s'il y a un peu d'extrême droite. Oui, il y a eu des dingues et des furieux en Norvège et en Suède, oui. Voilà, donc, mais je le décris comme j'essaye de le comprendre comme un phénomène de civilisation. Je ne veux pas personnaliser, moi. Mais vous voyez ça comme une étape? On franchit des choses sur lesquelles on ne reviendra pas, ou c'est un symptôme du moment? C'est un vrai problème. Honnêtement, je ne sais pas si ce modèle peut prendre en France. On a tout de même un rapport à la politique qui est tout de même prévalent sur le rapport à l'économie, où on a, comment dirais-je, tout de même une formation catholique, on peut dire une imprégnation catholique, c'est-à-dire ça veut dire un certain respect de l'institution. Le fait, par exemple, quand vous êtes catholique, vous ne demandez pas le nom de famille du prêtre qui officie. Il est transformé par sa fonction. Vous ne l'appelez pas par son prénom. Et vous vous moquez de son nom de famille. Et vous vous moquez du fait, d'ailleurs, s'il est noir ou s'il est... non, il a, par sa fonction même dans l'institution, il est dépersonnalisé. Ça, c'est une formation, si vous voulez. De même qu'un fonctionnaire, de même qu'un juge. Un juge, il a une robe. Dès qu'il a sa robe, ce n'est plus Monsieur X ou Monsieur Y. C'est Monsieur le juge. Qui aime le foie gras ou pas, qui a une maîtresse ou pas, on s'en fout. Et c'est Monsieur le juge. Donc, il y a tout de même cette formation en France. Autrement dit, est-ce que... Je ne crois pas que la France puisse s'américaniser. C'est pourquoi je préfère le mot galloricain, si vous voulez. Vous savez, il y a la plus vieille sculpture que nous avons du monde gaulois s'appelle la stèle des Nautes. La stèle des Nautes, c'est-à-dire la stèle des navigateurs qui était installée à Lutèce, dans l'île de la Cité. Et elle a été faite sous le règne de Tibère. Et elle est dédiée moitié à des dieux gaulois et moitié à des dieux romains. Moi, le mot gallo-romain, c'était vrai, c'est-à-dire que c'était la corporation des pêcheurs qui avait autant, s'était donné une sorte de stèle où elle faisait hommage à la fois aux dieux gaulois, dont je ne me rappelle plus le nom, et à l'empereur et à Jupiter, disons, voilà. Donc, il y a des métissages, des conciliations, des compromis. On ira sans doute vers une formule de compromis de ce genre. Et alors, c'est pourquoi, au fond, moi je dis souvent, mais il y a plus de... Avant, il y avait les anti-américains et les pro-américains. Moi je dis maintenant, mais non, il n'y a plus de problème puisqu'on est tous américains. C'est-à-dire qu'on est tous soit pour Madame Clinton, soit pour Trump. Vous avez vu que ça nous mobilise complètement. Hein. Dans les dîners en ville, on était et on est en gros plutôt des démocrates. Voilà.
On était Clinton. Bon, voilà. Donc on participe à une certaine... Là où l'Empire américain a une faiblesse par rapport à l'Empire romain, c'est qu'il faut être né aux États-Unis pour être président des États-Unis. Alors qu'un empereur romain pouvait venir de toutes les côtes. Les Romains avaient une capacité d'assimilation extraordinaire. Ils ont eu des empereurs espagnols, des Syriens, un empereur gaulois. Autrement dit, voilà, ils étaient beaucoup moins nationalistes que les États-Uniens, disons. Voilà, et ça, c'est une supériorité. Moi, j'ai toujours demandé, d'ailleurs, à ce que les Américains fassent une sorte d'édit de Caracalla, si vous voulez, que nous soyons tous autorisés à participer aux élections présidentielles. Voilà, ce serait très bien, quoi. On serait content. D'abord, tout à l'heure, parce que à chaque élection présidentielle américaine, vous savez que l'ensemble des médias français bascule. Elle est aux États-Unis. Tout le monde. Et on ne parle que de ça pendant un mois. Bah, qu'on nous donne au moins le droit de vote, enfin, quoi. C'est ce que les Romains ont fait. Formidable. Édit de Caracalla, je crois, 240. Génial. Ils se sont prolongés de 2 siècles avec cette distribution de la citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire. Je réclame la même chose, mais ce n'est pas M. Trump qui me l'accordera, je le sais. J'ai fait mon deuil avec M. Trump. Ça pourrait faire une très belle conclusion. On va conclure. Qu'est-ce que vous avez de galoricain en vous, alors? Est-ce que vous avez résisté, surmonté? Non, moi, écoutez, est-ce que je vais de galerie? Ma culture, je dois avouer que j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup la photographie, je suis un visuel et je crois que l'Amérique par rapport à l'Europe, c'est le vu par rapport au lu. Hein. C'est vraiment vous décrivez très bien dans votre livre culture aussi, visuelle, le passage du texte à l'image. Culture visuelle prédominante. Oui, moi je suis assez dans cela. Donc oui, je suis pas galoricain politiquement. Je crains de l'être culturellement. Non, politiquement, moi je reste un homme de la vieille gauche, jacobin, ringard, complètement out. Mais j'aime être in sur certains points. Oui, j'aime, disons, les opéras. Là, rappelez-moi le nom de cette formidable metteur en scène américain qui a fait Einstein on the Beach, qui a inventé l'opéra visuel. Vous voyez? Caroline Carlson, non. Voilà, exactement. Caroline Carlson. Non, ça c'est la danse. Pour la danse. Enfin voilà, c'est Bob Wilson. Bon, moi je vais au spectacle de Bob Wilson avec plaisir, mais je sais que je rentre dans une autre culture, puisque tout est visuel dans son opéra. Il n'y a pratiquement plus d'intrigues, de paroles. Ce sont une succession de magnifiques images avec des effets électriques extraordinaires, des effets d'éclairage extraordinaires. Voilà, moi je prends beaucoup de plaisir. Un empire doit donner du plaisir. S'il ne s'impose que par la force, ce n'est pas un empire. Et je crois que l'Amérique nous donne beaucoup de plaisir, non seulement par le ketchup et le cheeseburger, mais également par le cinéma, par la musique, par les séries télévisées. Donc voilà, moi je prends ma petite ration de plaisir et je ne me sens pas humilié pour autant. Non, ce que je n'aime pas, chez les Français, c'est qu'ils n'ont plus l'air de s'estimer eux-mêmes, quoi. Il faut qu'ils portent un t-shirt avec le drapeau des États-Unis. Vous avez remarqué ce fait bizarre? Il n'y a pas un homme politique français qui oserait se balader avec un petit drapeau français. Il y en a d'un côté de l'échiquier. Ouais. Mais je veux dire que tous les politiciens américains, tous les présidents américains, tous les sénateurs, tous les représentants n'oseraient pas sortir s'ils n'avaient pas le petit drapeau américain en insigne là. Moi, j'aime beaucoup chez les Américains l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, qui est parfois peut-être exagérée, mais en tout cas, ils ne se méprisent pas. Ils ont la foi patriotico-religieuse avec cette étrange religion biblico-patriotique qu'ils ont fait.
qui leur permet de maintenir unis ce puzzle de race et de communauté. Donc moi, il y a beaucoup de choses que j'admire chez les... Autrement dit, j'essaye de vous dire ça pour vous convaincre que je ne suis pas un mauvais anti-américain. Je crois que c'est ce que tout le monde aura compris, en tout cas, après cet échange absolument formidable. Donc je ne fais pas de la pub, hein, j'ai aucun intérêt là-dedans, mais je vous invite absolument à vous procurer ce Civilisation et le Nouveau Pouvoir. Oui, et moi, j'y ajoute... La revue. Procurez-vous la revue dont le Nouveau Pouvoir est un extrait, parce que là, on pose le problème Nouveau Pouvoir, Nouvelle Servitude, c'est-à-dire les nouvelles servitudes techniques. Et vous avez surtout quelque chose que je vous recommande, que je n'ose recommander au directeur du Nouvel Obs, qui est un glossaire, Globish glossaire, qui sont tous les noms, n'est-ce pas, tous les noms qu'il faut connaître pour faire aujourd'hui de la politique ou pour y comprendre. Et ça va de whistleblower à troll, à storytelling, à spin doctor, startup nation, soft power, smart power, public diplomacy. Enfin, apprenez la langue moderne en lisant cette revue. Je vous remercie. Merci beaucoup.